Bonjour à tous. Alors, on est sur un timing un peu serré, donc je vais essayer de parler vite et peu. Je me présente, je suis Maurice Ndiaye, je suis le coprésident de l'ADTEM, que vous connaissez probablement, l'association dédiée aux professionnels du marketing. Et en tant que tel, on est très heureux de s'associer à l'événement des Omar cette semaine pour promouvoir un certain nombre d'initiatives au niveau de la communauté française. Donc, il y a 3 séquences. On ouvre le bal aujourd'hui, il y en a une autre à la même heure demain et une autre après-demain. On reste évidemment dans notre thème général autour de la préparation d'un futur meilleur, tout ce qu'on souhaite grâce à notre belle profession des insights. Et on a aujourd'hui 3 binômes qui vont se succéder pour présenter un certain nombre de bonnes pratiques et d'innovations autour de la façon dont on peut renforcer la RSE par les insights. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le premier binôme. David Garbous, que vous connaissez probablement, qui est fondateur de Transformation Positive et qui a une expérience, une expertise reconnue dans le domaine de la démarche d'innovation responsable, et Christophe Surbain, président de MyLabel, qui vont nous présenter une initiative que je trouve personnellement très intéressante, qui vise à essayer de résoudre un des problèmes qu'on a souvent rencontrés quand on est à la direction de marketing, qui est comment est-ce que je fais pour engager ma transformation sans perdre tous mes clients et sans créer cette rupture et cette fracture avec ma base. Et on sait que c'est une angoisse et une inquiétude très fréquente de la part de ce genre de décideurs. Et donc, David et Christophe vont vous présenter une initiative que je trouve encore une fois intéressante, qui apporte une innovation et dans le modèle et dans la façon de travailler, et qui, en tout cas, semble être un premier élément de réponse à cette problématique brûlante. Messieurs, je vous laisse la parole. Fantastique, Maurice, merci. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Effectivement, moi j'ai été confronté à la problématique de la transformation dans mes expériences précédentes, que ce soit chez Le Sieur ou chez Fleury Michon. Tout le monde a envie, quand on parle des sujets de RSE, de sauver la planète. Mais quand il s'agit de passer à l'action, on est souvent un peu déboussolé ou on ne sait pas par où commencer. Et surtout, on sait, quand on regarde un peu le scan de l'offre, on est à peu près capable de faire un état des lieux de l'offre résiliente, on va dire celle qui est compatible avec les enjeux à 20 ans, celle qui l'est un peu moins. Et le résultat de l'audit, très souvent, c'est qu'on a 80% de notre portefeuille actuel qui n'est pas vraiment compatible et 20% qui l'est à peu près. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20%. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les entreprises ce que moi j'appelle des pépites, c'est-à-dire que ça n'existe pas les boîtes qui font tout bien et celles qui font tout pourri. Ça, c'est un monde en noir et blanc qui n'existe plus. Il y a ces 20% qui existent à peu près dans toutes les boîtes. L'enjeu, c'est pour une direction marketing et un comité de direction, c'est comment je vais faire passer ces 20% à 30, puis 50, puis 80 et finalement 100% le plus vite possible, tout en faisant baisser la part des 80% actuels. Et ça, c'est très angoissant dans une entreprise parce que on sait ce qu'on va perdre, parce que les 80%, on sait très bien ce qu'ils représentent et ce qu'ils rapportent, et on n'est pas sûr de ce qu'on va gagner. Donc, pour réussir à faire ça, le retour d'expérience que moi j'en ai eu quand j'étais chez Fleury Michon et ce que je décidais de faire depuis, c'est effectivement, parmi ces 20%, d'aller repérer ce qu'on peut appeler des pépites, c'est-à-dire soit des gammes de produits, soit des services, soit parfois c'est même des équipes qui sont un petit peu en avance sur ces sujets-là, faire en sorte de faire un vrai storytelling et raconter cette histoire de façon à en faire un succès commercial incontestable. Et ce succès commercial incontestable, c'est celui qui parle à l'entreprise, qui rassure l'entreprise et qui permet d'engager des transformations plus importantes. En 2 mots, j'ai eu l'occasion de le faire chez Le Sieur sur un sujet d'agriculture raisonnée et chez Fleury Michon sur le surimi. On est parti de ce produit un peu bizarre de l'industrie agroalimentaire pour expliquer comment on le fabriquait en proposant aux gens de venir vérifier par eux-mêmes comment il était fait. Et ça a créé une dynamique parce que ça a très bien marché pour derrière enclencher un travail sur la raison d'être qui est extrêmement important parce que pour pouvoir se projeter dans le futur, il faut savoir à quoi on sert et où est-ce qu'on veut aller. Sénèque disait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc on avait fait ce travail-là et ça avait permis d'aligner toute une série de
de chantiers d'innovation derrière. Et j'ai créé aujourd'hui Transformation Positive pour faire plusieurs fleuris-michons en même temps, finalement, en proposant de travailler sur ce sujet de la raison d'être, parce que c'est vraiment structurant, ça oblige à se reposer des bonnes questions. Derrière, travailler sur la mise en lumière des pépites et puis des chantiers d'innovation pour aller plus loin dans la transformation. Et on s'est parlé à plusieurs reprises avec Christophe parce qu'il est dans un processus d'innovation aussi et d'entrepreneuriat. Et la difficulté pour pouvoir piloter ces chantiers, c'est d'avoir beaucoup de finesse et d'interaction sur la perception ou les attentes des clients pour rassurer à la fois le comité de direction sur le fait qu'on va dans la bonne direction et pour s'assurer de mesurer très rapidement que les décisions qu'on a prises, elles impactent le business. Et je ne vais pas être plus long pour ne pas déborder et laisser la place aux autres intervenants, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique la façon dont il a structuré son offre. Et peut-être qu'on interagira quelques minutes après pour la détailler si vous avez des questions. Je te laisse la parole, Christophe. Merci David. C'est effectivement très intéressant d'avoir ce regard avec l'expérience de David sur notre projet. Ce qu'on a essayé de faire chez MyLabel, c'est de faciliter ce passage à l'acte pour la fonction marketing et de réduire le risque, de pouvoir détecter où est-ce que je peux avancer et en s'appuyant sur les consommateurs. Et pour ça, le pari qu'on a fait, c'est de créer une communauté proactive à travers une application gratuite qui va produire des insights de manière volontaire et sincère, c'est-à-dire pour son bénéfice propre, autour de tendances durables. Et donc, on est parti d'un besoin qui est ce besoin de consommation responsable de tout un chacun des citoyens, de nous tous, qui est quelque chose qui n'est pas facile et sur lequel on manque d'informations et de sources crédibles. Et on s'est appuyé sur la source numéro 1 qui ressort pour consommer responsable, qui sont les ONG et les associations. Donc, on a créé ce réseau de partenaires qui permettent d'évaluer 800 000 produits sur une vingtaine de critères, santé, environnement, social, et d'apporter ensuite une évaluation personnalisée selon les critères choisis par la personne des produits. Et donc, cette démarche personnalisée, à la fois, elle est très bien acceptée par nos 50 000 membres, mais également, elle permet d'observer des comportements justement personnalisés et donc d'avoir des insights qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus fins parce qu'ils vont dépendre vraiment de chacun. Et donc, on observe 3 choses, des tendances, de la cohérence entre des tendances, c'est-à-dire du déclaratif et du comportemental, et on va jusqu'à observer des comportements de switch produit. Voilà. Et donc, la manière dont on le fait, c'est on le structure en 3 grandes questions. C'est la première, et c'est ce qu'a évoqué David, c'est si moi je change, est-ce que mes clients me suivent? Et ça, c'est plutôt la partie tendance. Par exemple, on voit que le bien-être animal, c'est le deuxième critère qui est en plus forte croissance sur 2009-2020 parmi nos utilisateurs. Et donc, ça peut poser des questions, de dire, tiens, avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, les gens s'y attendent, même pour des yaourts, même pour des choses qui ne sont pas directement, historiquement liées au bien-être animal. Comment je communique? Est-ce que ça me concerne? Deuxième exemple, c'est là, si je fais le lien avec le comportement, je me déclare sensible à l'huile de palme, est-ce que pour autant, je vais changer mon comportement? Ça, c'est des questions qui ne sont pas évidentes, ça vous le savez. Et on va observer justement jusqu'où les gens vont dans ce processus de switch. Et ça m'amène la deuxième question, c'est OK, si mes clients changent, est-ce que moi j'ai anticipé? Parce que je pourrais dire, c'est risqué de changer, mais dans certains cas, ça peut être risqué de ne pas changer. Et ça, je l'observe notamment si ma marque est une marque attracteur, c'est-à-dire les gens switch, cherchent des alternatives et atterrissent plutôt sur ma marque comme alternative, ou à l'inverse, il y a des choses qui sont insatisfaisantes dans ma marque et ils vont chercher des alternatives à mes produits. Alors, le pot de Nutella, c'est pas pour pointer. Il se trouve que c'est voilà, c'est un des produits qui il y a le plus de recherche d'alternatives, en tout cas qu'on observe, nous, dans MyLabel. Donc, ça pose question de dire, tiens, est-ce que cette croissance-là de la recherche d'alternatives, à un moment, ça devient un mouvement, et si je ne l'ai pas anticipé,
J'ai des gens qui partent et moi, je ne suis pas là où où ils se sont déplacés et donc je perds une partie de mon marché. Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller encore un petit peu plus loin? Et David l'évoquait aussi, c'est cette notion d'interaction. C'est bien joli de mesurer, même en temps réel, ce qui se passe. Le mieux, c'est de nouer une relation avec les clients. Et ça, c'est une fonctionnalité de la plateforme qu'on vient de développer, qui est en expérimentation, pour là pouvoir carrément interroger un consommateur, non pas de manière indirecte, ce qu'on fait aujourd'hui en lui disant mais finalement, est-ce que pour vous, le bien-être animal, c'est important? Est-ce que vous switchez les produits? Est-ce que vous recherchez des alternatives? Mais lui poser une question très claire sur est-ce qu'il est prêt à opter pour un produit qui a été un peu modifié, donc qui va changer ses habitudes ou pas, et de pouvoir faire des simulations et donc de les associer vraiment à cette démarche d'amélioration produit. Donc voilà ce qu'on a construit pour aider à piloter cette évolution de l'offre en réduisant le risque pour l'entreprise et pour la marque. Alors, tu as une question? Ouais, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y aura 15 minutes allouées à la fin de la session pour reprendre quelques questions. Mais comme vous avez terminé en avance, et bravo, sauf si vous avez encore des choses à rajouter, mais on peut prendre la remarque de Judith qui demande si cette plateforme ne répertorie que des produits alimentaires. Oui, pour l'instant, c'est uniquement sur les produits alimentaires. Tout à fait. On a l'ambition d'élargir à toutes sortes de produits, et pour l'instant, on se concentre sur les produits alimentaires. Bien. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas, qui vous viennent à l'esprit un peu plus tard, n'hésitez pas à les poser dans le chat et elles ne seront pas perdues. On les récupérera tout à l'heure dans la session de rattrapage. Alors, j'avance. Je ne sais pas, est-ce que Christophe, tu voulais faire un commentaire additionnel là-dessus ou est-ce que... Alors, je peux signaler, ça fait partie de notre ADN, qu'on est une entreprise sociale, de l'économie sociale et solidaire, et qu'on a eu le label Green Tech Innovation du ministère de la Transition écologique. Donc, ça, c'est plutôt la manière de faire du business que le fond que je viens de vous présenter, mais c'est important pour nous. Parfait. Bon, bah merci à tous les deux. Et merci d'avoir aussi respecté le timing, c'est chouette. Et donc, on va pouvoir tout de suite avancer au second binôme avec Laurence et Sonia. Alors, c'est aussi un sujet qui était intéressant, qui est un peu différent et en même temps pas tant que ça, parce qu'on reste dans une logique d'intelligence collective. Hein. C'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement, c'est cet enjeu énorme autour de la transformation responsable des pratiques de la société, de l'économie, de tout ce qu'on veut. On voit bien qu'il y a un certain nombre de faisceaux qui convergent vers l'idée que on peut pas le faire tout seul. Et autant la collaboration entre les marques et les consommateurs est une chose, là c'est une collaboration entre les marques et leurs prestataires, ce qui est aussi une autre forme d'innovation et qui est aussi intéressante quand on voit que on a potentiellement des marques qui sont dans les mêmes secteurs d'activité qui peuvent être amenées à travailler ensemble. C'est ça que je trouvais intéressant dans le témoignage de nos deux expertes. Et donc, je vais vous passer la main aussi à votre tour pour que vous nous racontiez plus en détail comment est-ce que vous avez travaillé au cours des derniers mois sur une initiative et une méthodologie totalement nouvelle avec cette démarche collaborative et collective. Super, merci beaucoup Maurice. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis avec Sonia de vous présenter notre projet en fait qui s'appelle Mieux consommer pour mieux vivre et pour lequel effectivement on a mis l'intelligence collective au service de ce projet, à la fois pour impulser, pour infuser et pour activer durablement la RSE dans les organisations. Peut-être avant de vous présenter un petit testimonial, on vous a monté un petit film avec certains de
des marques, en tout cas, qui nous ont accompagnés dans ce processus. À l'origine de ce projet, avec Sonia, il y avait plusieurs points qui nous ont un peu interpellés. Alors, ce n'était pas un projet qui était forcément lié au contexte Covid, c'était un projet qu'on avait un peu avant, mais le contexte Covid l'a accéléré dans le sens où on s'est dit que peut-être que plus qu'avant encore, la question des nouvelles consommations, en tout cas de tout ce qu'on pouvait nommer comme consommer responsable, durable, collaboratif, vertueux, enfin toutes ces consommations étaient vraiment aujourd'hui finalement assez flou. Il y avait un gros flou autour de ça. Et on avait vraiment ce point de se dire, il faut qu'on trouve un outil, il faut qu'on trouve une manière finalement de créer des insights peut-être un peu malins ou un peu différents sur ce sujet-là. Et donc, c'était un de nos premiers fondements de se dire, ce sujet, il a besoin d'être adressé différemment. Et le deuxième accélérateur, pourquoi il avait besoin d'être adressé différemment, c'est qu'on était effectivement dans une période où le domicile devenait vraiment l'épicentre de tout. C'est là où on mangeait, c'est là où on travaillait, c'est là où on faisait l'école à nos enfants, c'est là où on se cultivait. En fait, tout d'un coup, la maison est devenue cet épicentre et on s'est dit, il y a vraiment une carte à jouer ou quelque chose vraiment à recreuser. Alors, je pense qu'entre Sonia et moi, qui avons aussi des formations d'ethnologues et donc d'observation à l'origine, on s'est dit, voilà, on a vraiment cette question de comment est-ce qu'on adresse différemment la question du domicile et de ces nouvelles consommations. Oui, tout à fait. Et effectivement, la volonté, c'était vraiment de se reconnecter aux consommateurs et on a voulu vraiment explorer leurs usages dans leur nouvelle sphère privée et intime. Donc, l'enjeu, c'était vraiment d'aller dans leur domicile. Et effectivement, un des fils rouges dans toute cette démarche, ça a été de se dire et de constater, vous le savez, qu'il y a des grosses distorsions entre ce qui est pensé, ce qui est déclaré et ce qui est réellement fait dans les usages à domicile ou même dans les actes d'achat. Donc, c'était vraiment aussi un des fondements de cette démarche d'avoir effectivement aussi bien le dire et le faire pour croiser effectivement les distorsions entre discours et pratique. Effectivement, Laurence l'a dit, peut-être avant de rentrer dans tout le processus, on voulait vraiment partager avec vous un témoignage client sur ce que chacun a retenu de cette démarche de cette démarche d'intelligence collective pour impulser, infuser, activer durablement au sein des organisations la RSE. Donc, je vais vous présenter ce petit film. Alors, sur le film, vous allez voir 3 témoignages, mais on avait, j'en parlerai après, mais on avait 12 marques qui nous ont suivis. On a eu la chance de pouvoir en avoir 3 qui, en direct, ont témoigné et qu'on a été rencontrés. Et donc, ce que vous allez voir, c'est un peu le retour d'expérience jusqu'ici, puisque tout cela est toujours en cours, mais que je vais vous partager. Hop. Donc l'intelligence collective, c'est quelque chose avec lequel on travaille au quotidien au iLab d'Aris et pour lequel on va orchestrer plusieurs personnalités, plusieurs mixités, plusieurs compétences, plusieurs expertises qui ensemble vont réfléchir, interagir, travailler et se questionner dans un but commun. Et parce qu'en fait, notre enjeu aujourd'hui, il est aussi de pouvoir se partager les moyens et partager nos connaissances pour pouvoir avancer. Alors déjà, l'approche, c'était vraiment de se mettre nous à la place des utilisateurs, parce qu'en fait, on est tous utilisateurs d'études, consommateurs aujourd'hui, et on a tous des difficultés. Donc on a commencé par vraiment partager en toute transparence nos pain points, en fait, les difficultés qu'on a aujourd'hui à comprendre le consommateur, à comprendre ses besoins et ses usages, parce qu'en fait, il y a une telle diversité et puis il y a tellement de différences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font qu'on est un peu tous perdus en fait dans le métier. Ce sujet, il est partout et je pense qu'il est très complexe. Tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à ne pas systématiquement contraindre les gens, à leur faire prendre conscience des choses et à essayer de les accompagner aussi pour les aider dans cette démarche. Ce sujet qui est vraiment, encore une fois, pour moi, un sujet qui devrait être mobilisateur et fédérateur pour les entreprises. Je pense que c'est un vrai moyen en fait, pour les entreprises d'emmener leurs consommateurs avec eux. Donc l'enjeu a été de se dire, prenons le temps d'observer quels sont les usages, de quelle façon ils ont évolué, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et comprenons effectivement ces distorsions entre ce que je fais à la maison, et ce que je dis, ou ce que je voudrais bien faire, mais que je ne fais pas aujourd'hui.
Et l'enjeu, effectivement, de l'immersion, c'est de comprendre ces interactions familiales et les répercussions que ça a sur les comportements. Et on le sait, effectivement, dans les comportements durables, dans les comportements vertueux, évidemment, les interactions entre les différentes personnes jouent vraiment un rôle central. Parce que si on n'arrive pas à prendre le temps d'observer pour avoir une vague idée de ce qui va se passer dans quelques temps, on sera systématiquement hyper court-termiste et c'est ultra risqué. À la fois faire rentrer les équipes projet avec une vision qui est beaucoup plus centrée utilisateur et holistique, et en même temps pour moi, ça va être au fur et à mesure de ce que je vais récupérer en Kali et en Quinti, identifier les différents projets qui pourraient venir se plugger. Et pour moi, il n'y en aura certainement pas un seul, il y en aura certainement plusieurs. Et je pourrais travailler avec cette matière, en fait, ces insights, de manière différente en fonction des projets. Sur toutes les problématiques, pouvoir les partager, pouvoir réfléchir ensemble et pouvoir actionner différentes sources et différentes expertises à chaque fois, ben, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, c'est ce qu'on fait en fait dans l'innovation avec le design thinking et c'est ce qu'on devrait faire en fait dans les études également. Donc l'accompagnement est clé et toute cette phase d'activation doit se faire encore une fois avec une équipe pluridisciplinaire. Et avec des bons outils qui vont nous permettre, oui, de trouver des solutions auxquelles on n'a peut-être pas pensé. Au-delà d'être un département apprenant, je pense qu'on doit aider les collaborateurs aussi à apprendre. Et c'est comme ça qu'on deviendra des organisations apprenantes en fait au sens large. Allez-y. Hein. Super, bah, Sonia, je te laisse. Ah, non, je vais reprendre la parole. Donc, alors, je vais. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai la main. Hop, je vais avancer les slides. Ah non, j'ai plus la main. Ah si, j'ai encore la main. Ouais, attends, je peux l'avancer. Alors, juste vous raconter un peu le processus. Donc là, vous avez vu effectivement le témoignage de clientes qui nous ont accompagnés. On va essayer de ne pas trop paraphraser, mal paraphraser avec Sonia tout ce qu'on a vu et qui était si justement dit par ceux qui avaient participé. Juste vous présenter en tout cas la manière dont on a fonctionné. Donc la démarche en intelligence collective, elle a commencé en fait tout au début par engager et impliquer 12 experts qu'on a embarqués avec nous, à qui on a présenté en fait ce projet, de se dire, voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a un sujet, on ne sait pas tellement comment l'adresser, on n'a pas envie de venir, nous, institut, avec une solution d'étude qui peut-être ne sera pas la bonne, et ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est vous embarquer vraiment en design thinking pour qu'on co-design ensemble, et parce que c'est vous, l'utilisateur, qui avez ce besoin, le meilleur outil qui va répondre à votre problématique et qui va vous permettre d'engager des démarches durables RSE au sein de votre entreprise. Donc, on a présenté ce projet à un certain nombre de clients. On a 12 marques qui nous ont suivis. Vous en avez vu certaines. On a aussi voilà, des Seb, des Léa Nature, des Mars qui ont fait cette aventure avec nous, qui nous ont suivis dans cette aventure et qui ont accepté de se mettre autour de la table avec nous. Alors, autour de la table virtuelle, hein, puisqu'on était à distance, on a commencé il y a quelques mois, et qui ont accepté vraiment de rentrer dans l'aventure avec cette promesse de faire ce processus sans savoir pour autant où est-ce qu'on allait et à quoi on allait aboutir. On les a engagés dans le processus avec un début, ce qu'on fait assez classiquement, j'allais dire, en design thinking, avec une première phase qui était une phase d'exploration. On leur a demandé, au sein de leur entreprise, de voir ce dont ils disposaient en matière d'études, en matière de RSE, en matière de data, et ce dont ils ne disposaient pas aujourd'hui, et justement où est-ce qu'il y avait des manques et qu'est-ce qu'il fallait adresser différemment. Ils ont fait ce premier travail eux, en fait, dans leur entreprise, qui a déjà permis de créer des discussions autour du sujet. Une fois qu'on a récupéré ces pré-work de la part de nos participants, on a synthétisé tout ça et on a monté le premier atelier en ligne. Et donc, ce premier atelier en ligne d'une durée de 3h30, il nous a servi vraiment à mettre à plat vraiment toute la phase d'immersion, ce dont on disposait,
et à créer l'ossature, donc ce qu'on appelle, on n'était pas encore dans le prototype, mais vraiment dans un prétotype. En fait, on était vraiment dans une ossature très peu définie d'outils d'études dans lequel on s'est dit, OK, on est dans un outil en multisouscription, on veut observer. Judith le disait, on veut de l'observation, peut-être de l'observation différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Certains nous ont dit, on veut mesurer, on veut comprendre dans la durée. Et donc, en fait, ensemble, en intelligence collective, on a réfléchi à la meilleure manière d'adresser ce premier outil. Une fois qu'on a fait ce premier workshop, on a monté un deuxième workshop, on a passé ça au filtre, on va dire, de la faisabilité technique. Donc Sonia, avec ses compétences en matière d'observation, Aris Interactif, qu'est-ce qu'on peut faire dans un outil en multi-souscription et comment est-ce qu'on peut répondre à ce premier prototype en proposant autre chose. Donc, on est allé dans le deuxième atelier et là, on a vraiment finalisé cette offre, on a vraiment finalisé le travail et chaque co-designer a vraiment travaillé dans son groupe, dans son sous-groupe, à construire l'outil le plus pertinent qui soit dans cette démarche, encore une fois, de multi-souscription. Une fois qu'on a terminé ce travail-là, on a été le présenter aux co-designers, à d'autres entreprises, à d'autres marques qui nous ont suivis, qui ont embarqué avec nous. Et on met en place, donc on a lancé là le terrain, donc un proof of concept, donc vraiment une première version, en tout cas, de cet outil qui a été imaginé et qui est maintenant en fait en test sur le terrain et pour lequel on va faire la première vague en France, puis suivra la prochaine avec un retour d'expérience qu'on va faire, puisque c'est aussi un des dispositifs, un des principes, en tout cas de l'intelligence collective, c'est d'être à chaque fois réflexif dans les démarches et de s'améliorer en continu. C'est aussi le principe des démarches agiles, hein, de s'améliorer en continu sur comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on avance et qu'est-ce qu'il faut changer ou ajuster pour que ce soit mieux par la suite. Hop. Et donc, Sonia, je te laisse peut-être présenter. Rapidement, effectivement, la richesse de l'intelligence collective, on l'a dit, c'était effectivement l'intelligence collective pour impulser. Et qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, impulser? Ça veut dire qu'on a eu la chance d'avoir les bons acteurs autour de la table au bon moment. Donc, les bons acteurs, effectivement, avec cette belle mixité de profils, franchement, des acteurs et des entreprises ultra engagés, ultra réactifs. Et le bon moment aussi, c'est important parce qu'effectivement, on a parlé effectivement du bon moment sociétal, de cette crise sanitaire. Mais aussi, on a ce bon moment en termes le bon moment dans l'entreprise où on a l'arrivée de fonctions ou de services RSE qui nous aident aussi à porter cette démarche. Et encore une fois, on est dans une expérience positive et engageante. Et effectivement, ça nous a facilité la mise en place de cette démarche collaborative. On a parlé d'impulsion, on a aussi effectivement, l'intelligence collective, c'est aussi pour infuser, en fait, pour diffuser. On a eu, c'est vrai que quand Laurence a montré un petit peu toute cette démarche, on a eu vraiment tout ce travail d'introspection avec des pré-works préalables. Ça a créé des conversations, ça a permis aux marques d'en discuter en interne, nous aussi on en a discuté. Donc, il y a cette espèce d'infusion, de diffusion autour de ce sujet. Aussi, une chose très riche, c'est que ça élargit aussi le spectre des interlocuteurs. On n'était pas uniquement dans effectivement un profil, mais ça a élargi. On était dans les profils d'études marketing, dans les profils RSE. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en tout cas, tous ces clients partenaires, tous ces co-designers sont aussi devenus des ambassadeurs en interne. C'est grâce à eux que cette démarche a pu voir le jour et a pu être portée en interne et grandir. Et alors effectivement, vous en avez parlé dans la vidéo, il y a cette histoire de temporalité, de prospective sur le temps long, effectivement, pour détecter des changements sociétaux profonds. Ça, c'est important aussi, effectivement, de plus être dans la réactivité, mais effectivement d'être dans cette vision plus prospective de temps long. Également l'autre richesse, je te passe la main, Laurence, peut-être, pour nous parler de l'activation. Tu as ton micro, Laurence. Hop, j'avais coupé mon micro, tout à fait. L'activation, on en parlait, parce que c'est quand même le sujet de ce soir, de comment est-ce que finalement on arrive vraiment à avoir les bons insights qui vont nous permettre d'activer ça au sein des entreprises
Et puis, même plus largement, on le voyait dans le témoignage, hein, c'est aussi au service du consommateur, donc du mieux consommer. On est toujours dans l'ODD numéro 12 de l'ONU, hein, objectif 2030, mieux produire et mieux consommer. Donc, il reste quand même un enjeu clé pour nos marques et pour nos consommateurs. On n'est pas tellement rentré là ce soir dans le détail de l'outil tel qu'on l'a co-designé, mais c'était pas l'objet. Là, c'était plus de vous montrer la démarche. Mais activer, pourquoi? Parce que finalement, quand on crée un outil en multi-souscription, quand les marques, et j'ai presque et les pionniers qui nous ont suivis, qui ont dit OK, on y va, on vient, on veut rentrer dans l'aventure, on veut voir ce qui va se passer et voir ce qu'on va en sortir. On a senti que faire de la multi-souscription avec des marques concurrentes sur des mêmes sujets, au départ, c'était quand même quelque chose de à la fois très nouveau et assez déstabilisant en fait pour chacun. Et avant, Sonia disait les bons interlocuteurs au bord de la table, mais avant que chacun commence un peu à distribuer les cartes et à abattre ce qu'il avait en main, il y a eu un petit temps comme ça qui très vite finalement a disparu parce que très rapidement les marques se sont dit on est au service vraiment de quelque chose qui est méta, qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus grand d'engagement. On va ensemble créer une nouvelle façon, en tout cas, de recueillir des insights. Pour autant, on a quand même besoin de manière ad hoc, parce qu'on s'appelle McDonald's, parce qu'on s'appelle Danone, parce qu'on s'appelle L'Oréal, d'avoir des données qui vont être utilisées via le tamis de L'Oréal ou via le tamis de Danone et qui ne seront utiles que pour nous. Et donc, l'enjeu, quand ils ont co-designé cet outil, c'était aussi d'avoir une phase d'activation qui finalement a été ad hoc, qui a été calquée sur les ateliers online d'intelligence collective qu'on a fait. Donc, c'est le même principe de ces workshops, en se disant, une fois que j'aurai ces données, finalement, je serai à même d'aller chercher des mixités d'interlocuteurs, de faire bosser effectivement parfois des personnes du PAC, parfois des gens de la RSE, de la com, des RH, peu importe, mais en tout cas de mettre cette diversité autour de ces insights et notamment d'insights vidéo, d'insights un peu clés, et puis de réfléchir avec eux sur les actions à engager. Donc, je ne vais pas être trop longue pour pas justement prendre le temps des prochains orateurs, mais juste une petite idée, par exemple, dans les actions qu'on peut engager. On a déjà une marque qui nous a suivis et qui a déjà en tête de se dire, OK, on va se servir de ces insights pour engager, par exemple, des hackathons auprès de citoyens. Donc, on a déjà des démarches qui sont pensées, qui sont initiées en termes de gestes, de comment est-ce qu'on va pouvoir changer les gestes. Et tout ça m'emmène à la dernière slide de notre présentation, qui est celle de l'intelligence collective au service de quelque chose de durable. Parce que finalement, cette communauté qu'on a montée, au départ, ce projet, il s'est un peu construit en le faisant. Et puis finalement, on s'est aperçu que les personnes qui ont participé à ce projet avaient tout un point commun d'être déjà sensibilisées au sujet et vraiment engagées sur le sujet, mais qu'elles avaient aussi cette curiosité, cette volonté d'apprendre ensemble, d'apprendre de l'expérience qu'on a eue d'intelligence collective, mais d'apprendre de manière aussi un peu plus durable et d'apprendre aussi de leurs pairs, donc avec en fait d'autres marques et d'avoir cette vision holistique, de se dire finalement, moi je suis peut-être sur un secteur alimentaire, mais quelqu'un de la cosmétique peut m'apporter aussi une vision éclairante, notamment quand on parle de consommation durable. Cette vision-là holistique a été très importante. Donc le faire ensemble, l'expérience collective a été vraiment au cœur de la démarche. De faire mieux parce que c'est vraiment une collaboration ouverte et au-delà des marques, l'idée aujourd'hui, c'est d'engager aussi, pourquoi pas, d'autres acteurs, d'autres organisations, des startups, peut-être des institutionnels, mais en tout cas de faire quelque chose vraiment d'une communauté ouverte et apprenante, même en engageant des citoyens, mais en ayant vraiment cette démarche active de faire quelque chose. Le faire autrement, c'était pour dire aussi que finalement, cette aventure, elle a permis à certains de nos interlocuteurs d'aller parler à d'autres personnes en interne et d'initier, donc Sonia le disait, des conversations, mais aussi une forme d'empowerment parce qu'on a acquis des données, on a acquis de la connaissance et on est à même aussi de la transmettre en interne sur le sujet-là. Et finalement, de faire tout ça, et Christine concluait avec ces mots très, très justement, de faire de notre métier, nous, gens d'études, qui sommes plutôt des départements apprenants, mais vraiment une entreprise apprenante, puisque c'est aussi ce qui va nous permettre, sur des sujets aussi fondamentaux, de progresser ensemble. Voilà, Maurice. Merci à toutes les deux pour votre présentation très inspirante. On enchaîne tout de suite avec le deuxième binôme. Mais donc, si vous aviez des questions, encore il faut garder les au chaud pour la fin de la séance, donc la fin de la session. Donc, on a
deux derniers interlocuteurs, Xavier et Thibaut, aujourd'hui, sur une thématique qui est aussi très, très intéressante, qui est les décalages de perception parfois qu'on peut observer. Et ça a été mentionné d'ailleurs, je crois, un peu plus tôt sur le binôme de vente, celui d'encore avant, c'est-à-dire finalement entre ce que les marques pensent savoir des consommateurs, ce que les consommateurs pensent savoir des marques et finalement la réalité des avis, des perceptions, de la maturité, des sensibilités des uns et des autres, il peut y avoir des écarts. Et donc, si je me trompe pas, hein, si j'ai bien compris, c'est notamment à cette identification et cette analyse des écarts de perception qui sont, ça dépend de quel point de vue on regarde, soit des leviers d'opportunité, soit au contraire des menaces. C'est à ces différents écarts que se sont intéressés Thibaut et Xavier. Et donc, je vais de nouveau leur passer la main pour cette dernière intervention où ils vont nous en dire un petit peu plus. Merci Maurice, bonsoir à tous. Et puis merci aussi à Syntec, à l'ADEME, à l'IREP Forum de nous réunir ce soir parce qu'on célèbre les insights marketing, donc c'est important de parler études et c'est un peu ce qu'on veut faire ce soir. On a eu la chance de monter avec Infopro Digital l'étude Sustainable Brands, justement qui vient un peu interroger ce que pensent les Français, les consommateurs, de l'engagement des marques et du point de vente. Donc c'est important parce qu'on amène cette notion du point de vente aussi, de là où on consomme, pas que l'alimentaire d'ailleurs. Et puis on essaie d'être concret, d'être pragmatique en se disant les insights nous permettent déjà de mieux comprendre les attentes des Français. C'est important parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir orienter des stratégies d'entreprise. Et les insights, ils nous permettent aussi de mieux piloter nos budgets marketing, communication, ou de mieux piloter aussi, par exemple, son média planning. Tout à fait. Donc, je voulais aussi me joindre à Thibaut pour tous vous remercier pour ce bel événement. Et donc, effectivement, on a mené cette étude à laquelle on a pris beaucoup de plaisir dès la phase d'élaboration du questionnaire, parce que ce questionnaire a été réalisé finalement à 3 mains, d'une certaine façon, même un peu plus, mais en tout cas avec 3 acteurs principaux. Donc, d'abord, Infopro Digital Études, qui est l'institut d'études internalisé du groupe Infopro. Et ce groupe contient notamment des magazines B2B, dont LSA. Et donc, effectivement, la rédaction d'LSA nous a abreuvé d'interrogations, de questions aussi sur la RSE, sur les dissonances dont on a largement parlé. Et donc, effectivement, aussi, grâce à Imedia Center, cette étude a vu le jour. Et toujours dans cette phase d'élaboration des questionnaires, l'expertise d'Imedia Center nous a beaucoup aidé, notamment sur l'expertise du point de vente, le fait d'acheter en magasin, et nous a amené à nous poser des questions comme est-ce facile finalement de reconnaître une marque responsable, ce qui est très intéressant, et aussi sur la communication, où on a vu qu'il y avait parfois aussi une dissonance entre le savoir-faire en termes de RSE et aussi le faire savoir. Donc, tout cela nous a mené à beaucoup de questions intéressantes et on a interrogé des professionnels qui ont répondu avec enthousiasme malgré une certaine longueur du questionnaire, qui ont vraiment joué le jeu, des professionnels des services et de l'industrie, avant tout des directions générales et directions marketing. On a plus d'informations aussi à communiquer là-dessus si vous le souhaitez. Et parallèlement, comme expliqué aussi par Maurice, on a confronté leur vision avec celle de 1000 Français représentatifs de la population française. Et c'était notre intérêt vraiment de pouvoir mesurer à la fois ce que pensent les Français, de pouvoir mesurer également ce que pensent les professionnels. Et il y a des dissonances. Pourquoi faire des études aussi? Alors, nous, Media Center, on est une régie publicitaire, la régie d'Auchan et nous, donc c'est les centres commerciaux et les hypermarchés, comme vous connaissez. Et on avait besoin d'identifier vraiment les attentes de nos consommateurs et de pouvoir, derrière, le retransmettre aux marques. Donc, les premières attentes qu'on a cherché justement à comprendre, c'est déjà de savoir est-ce que les Français étaient sensibles au caractère des marques. Oui, en très grande majorité, on en parle souvent, beaucoup d'études le traitent. On sait que les Français sont très attentifs à ce point de vue-là. Vous voyez, 78% des Français estiment être influencés par le caractère responsable d'une marque au moment de l'achat. C'est d'autant plus vrai, d'autant plus fort, plus on est vers des populations jeunes. Vous voyez, 91% des 25-34 ans. Mais il y a un point qui apparaît à noter et qui est important. Là aussi, on rappelle le côté très pragmatique des Français. C'est dès qu'on intègre la notion, la variable du prix, eh bien là, le consensus, il est moins fort. On voit que 49% des Français ne souhaitent pas payer plus cher pour une marque responsable versus une marque classique.
Tout à fait. Pour essayer encore d'aller plus en détail sur ce 49%, les 51% restants qui seraient prêts dans une large mesure à payer au moins un petit peu plus cher, mais c'est vraiment un petit peu plus cher. On a seulement 4% qui sont prêts à payer beaucoup plus cher. Donc finalement, l'influence de la RSE est à voir de différentes manières. C'est pas seulement une sensibilité, c'est aussi peut-être une élasticité au prix qui est beaucoup plus faible, mais qui existe aussi. Et du coup, on a aussi essayé de demander aux professionnels, d'après eux, quelle proportion des Français finalement étaient influencés par le caractère responsable des marques au moment de l'achat. Et là, on arrivait à 30%. Donc, on voit effectivement que cette sensibilité à la RSE a différentes définitions et que c'est intéressant de creuser plus en détail. Complètement, on voit, hein, les Français sont pragmatiques, ils sont engagés quand même, hein, on peut le dire, ils savent relativement bien ce qu'ils veulent. Ils nous disent aussi, hein, un item qu'on a testé, c'est est-ce que les marques finalement prennent suffisamment la parole sur leurs engagements, hein, c'est au cœur de notre sujet. Eh bien, on se rend compte là que les Français jugent assez sévèrement les marques, hein, parce que seuls 26% des Français ont le sentiment que les marques communiquent suffisamment sur leurs engagements. C'est bien souvent d'ailleurs les mêmes marques, hein, qui prennent la parole. Et ce qui est intéressant, encore une fois, grâce aux études, hein, c'est de savoir derrière, de regarder en fonction de la pyramide des âges. Donc, plus on est jeune, plus on estime que les marques communiquent suffisamment. Évidemment, pourquoi, hein, parce que les jeunes, déjà, ont été élevés aussi dans cette notion très RSE compatible, très RSE adaptive, et puis parce qu'ils bénéficient aussi d'outils, notamment on peut penser au digital, aux réseaux sociaux, qui sont peut-être plus affinitaires avec ces prises de parole. Tout à fait. Pour rebondir sur ce point, on entend souvent les mêmes marques. On a aussi découvert que la moitié des entreprises qui mènent des actions RSE ne communiquent pas vraiment dessus. Donc, il y a effectivement un point important pour communiquer encore davantage sur les engagements. Derrière, ça se traduit aussi très concrètement, hein, sur les difficultés qu'ont les Français à identifier une marque responsable. Donc, on a beaucoup parlé du bio dernièrement. C'est pas tout et on voit que le bio est plutôt en baisse. Donc, il faut bien penser à cet élément-là et du coup avoir une communication plus appuyée et aussi plus simple à décrypter. Vous voyez, c'est un chiffre qui est quand même fort. Seul un tiers des Français, j'ai envie de dire, trouvent facile de reconnaître une marque responsable. Toujours à mettre évidemment au regard de la pyramide des âges, hein, j'ai envie de dire encore une fois, plus on est jeune, plus c'est simple. On peut penser toujours à ces outils, hein, de décryptage. Par contre, plus on est vers des populations seniors et plus on sent que c'est difficile, avec la pluralité de l'offre, à identifier une marque responsable. Oui, on voit vraiment aussi cette dissonance, mais je te laisse continuer, Thibaut. On regarde aussi, hein, comment ça se traduit. Encore une fois, c'est des indicateurs marché qui sont importants. Eh bien, c'est ramené aussi à la notion de confiance. Derrière, je vous ai parlé de la communication, le fait de décrypter difficilement. Eh bien, le résultat, il est assez évident, hein. 32% des Français seulement accordent leur confiance aux marques dans leur capacité à se montrer honnêtes et transparentes. Donc, il y a tout un discours qui est à réinventer. Et ça se traduit encore plus concrètement avec un chiffre qui est un peu fort, hein, de notre étude. C'est ce 64%. 64% des Français ne savent pas citer spontanément une marque responsable. Je crois que Xavier, tu voulais préciser un peu la méthodologie de cette question-là. Oui, nous sommes sur une question ouverte, effectivement. Donc, c'est ne savent pas, c'est ne souhaitent pas répondre à l'écrit, ne souhaitent pas taper le nom de la marque. Donc, on a 64% qui ne l'ont pas fait. Là où c'est intéressant, c'est que sur certaines questions, le taux de ne sait pas descend à 30%. Par exemple, si on demande aux élus locaux, ce qui nous est arrivé avec InfoPro Digital Études, de faire le bilan de leur mandat, 70% répondent à des réponses très qualitatives sur ce point-là. Donc, on note vraiment, grâce à ce 64%, que le sujet il y a un manque d'engagement sur vraiment le fait de citer une marque responsable. C'est surtout quelque chose, c'est un chiffre qui est surprenant, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, à la lecture des résultats, on ne s'attendait pas à un chiffre aussi haut. Encore une fois, parce qu'on peut regarder, par exemple, en termes d'investissement publicitaire, certaines grandes marques, grands groupes investissent beaucoup. Et finalement, ça ressort assez peu. On vous l'a dit, on a également interrogé les professionnels du marketing, de la communication. Ce qui est intéressant malgré tout de voir, c'est que la RSE, ça paye en termes d'investissement. À partir du moment où des actions RSE sont menées, eh bien, il y a un impact positif pour l'entreprise. Vous le voyez, ce sont les chiffres de droite, des impacts pour l'interne, évidemment, la mobilisation des collaborateurs, la marque employeur qui est de plus en plus importante, mais il y a aussi des impacts business, justement, positifs. L'image de marque est peut-être encore plus intéressant, le volume des ventes et la rentabilité, ils sont un peu plus bas, mais quand même, 42% pour le volume des ventes, ça reste un chiffre qui est important.
Et ces chiffres seraient même encore plus hauts pour les entreprises qui mettent vraiment la RSE au cœur de leur stratégie, qui ne mènent pas seulement des actions ponctuelles. À titre d'exemple, la rentabilité, donc lorsque la RSE est au centre de la stratégie, il y a un effet positif dans 50% des cas, d'après les décideurs. Donc, je vous le disais, les insights sur la RSE nous permettent de mieux comprendre les attentes, mais aussi derrière de mieux piloter finalement son media planning ou ses investissements. C'est important, bien entendu, de l'avoir à l'esprit. On a décidé de chercher à savoir si certains secteurs étaient plus challengés en termes de responsabilité que d'autres. C'est le cas, hein. Vous pouvez le voir dans ce classement qui est dans ce ranking finalement. Ce sont les secteurs de l'alimentaire qui ressortent majoritairement. C'est vraiment le INMI, hein, ce que j'intègre en moi. On voit derrière l'hygiène beauté, les produits d'entretien, c'est le On Me, ce qui va toucher finalement mon corps. Et derrière le Around Me, ce qui m'entoure. Mais attention, alors c'est pas parce que l'alimentaire ressort, vous voyez l'alimentation, la grande distribution, la restauration ressortent majoritairement que les autres secteurs ne sont pas challengés. Vraiment, c'est une idée de se dire, je vais regarder d'abord ce que j'intègre et ensuite, je vais regarder le reste. Tout à fait, nous sommes sur un top 3. Donc, si on demandait, par exemple, est-ce que vous êtes influencé par la RSE dans le secteur des banques et assurances, on aurait des chiffres qui seraient très importants, autour de 60%. Et là, on voit que même si les banques et assurances sont à 7%, certains le mettent dans les 3 secteurs sur lesquels la RSE est le plus important. C'est certainement des personnes qui sont aussi adhérentes auprès d'une mutuelle et pas d'une banque assurance, par exemple. Donc, c'est aussi intéressant. Il y a à choisir, c'est d'abord l'alimentation. C'est effectivement le produit phare, le produit sur lequel insister. Mais les autres produits ne sont pas forcément à négliger. Voilà. Derrière, on a évidemment, on parlait aussi de communication, de publicité, un chiffre qui est un peu rassurant, heureusement, en tout cas à prendre entre guillemets, mais 59% des Français jugent que la publicité, elle peut contribuer de manière positive à la société. Donc, elle est bien intégrée, bien comprise, bien acceptée à partir du moment où elle va porter un message utile, positif, solidaire. Et on voit que c'est d'autant plus vrai pour les moins de 50 ans. Encore une fois, plus on est jeune, plus on est éventuellement à l'écoute de ces thématiques-là. Et ce qu'on a voulu tester également, c'est finalement le moment où les consommateurs étaient les plus réceptifs aux communications sur la RSE. Vous le voyez, c'est le graphique de droite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment de l'acte d'achat, finalement, le point de vente, j'ai envie de dire en simplifiant, qu'il soit digital ou physique, qui ressort pour plus d'un Français sur 2, qui est plébiscité. Derrière, les périodes de divertissement, puis les déplacements et enfin, en dernier lieu, les activités professionnelles. Donc, intéressant aussi à garder à l'esprit ce ranking des moments les plus réceptifs. Oui, effectivement, là, c'était une réponse unique. Donc, on était sur le top 1. Si on prenait en compte le top 2, le shopping au moment de l'achat atteindrait même 83%. Ça arrive à 64% pour les divertissements et les déplacements sont à 63%. Alors, on ne vous partage pas toute l'étude, hein, mais évidemment, on est allé plus loin dans, par exemple, la définition de ce qu'entendent les Français par marque responsable. Là, ce qu'on a décidé de vous partager, c'est les informations qui étaient recherchées en priorité par les Français en point de vente. C'est intéressant parce qu'on se dit que le point de vente est un très bon moment pour communiquer sur l'engagement. Eh bien, quelles sont les informations liées à l'engagement que recherchent les Français en priorité? On a établi aussi un ranking. Hein. Le top 3, il est assez classique, j'ai envie de dire, mais c'est toujours bon de le rappeler. Le Made in France, les fabrications françaises, qui sont bien souvent des labels simples à comprendre. La composition des produits. Encore une fois, on n'est pas que dans le domaine de l'alimentaire. Hein. Vous voyez, ça touche l'hygiène beauté, mais ça peut aussi être intéressant, par exemple, pour la mode. Et enfin, la traçabilité, aussi très haute. Et là, encore une fois, qui ne touche pas que l'alimentaire, qui vraiment peut toucher aussi, encore une fois, la mode ou l'high-tech ou le multimédia. Exactement. De ce point de vue-là, le B2B est tout à fait conscient aussi du fait que les Français recherchent ces informations et on le voit aussi en point de vente, mais les réponses sont très similaires. Pour conclure, le dernier point qui nous semblait intéressant à vous partager, c'est justement au niveau média. Est-ce que les Français jugent que certains médias sont plus adaptés pour, encore une fois, communiquer sur l'engagement de leur marque, pour l'engagement des marques? C'est intéressant. Alors, c'est un ranking, vous voyez, qui est assez classique. Hein, finalement, la télévision est très haute. Le DOH, où on intègre l'in-store et l'outdoor, remonte très bien. Le digital est aussi très haut. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de regarder ça en fonction des âges. Si on prend les moins de 25 ans, pour le coup, c'est vraiment les réseaux sociaux qui remontent en première position, suivi de la télévision et enfin du digital et du DOH. Si on prend les plus de 50 ans cette fois-ci, eh bien là, c'est le print en numéro 1, la télévision en numéro 2 et derrière, la radio et le DOH. Donc, on voit vraiment en fonction de la pyramide des âges, tout de suite, ça remet en considération ce classement des médias.
Et c'est intéressant parce qu'on a posé cette question en effet miroir aux professionnels. Et là, vous voyez les réponses des professionnels du marketing, des médias, les décideurs finalement des entreprises. Et on voit du coup que le ranking, il est un peu bousculé. On a une représentation qui est beaucoup plus fidèle avec la vision des populations, des générations les plus jeunes. Donc, c'est à garder à l'esprit en se disant, attention, si je souhaite avoir une communication peut-être mieux répartie, qui va toucher l'ensemble de la population, je dois aussi le réfléchir en fonction des médias que je vais investir. À contrario, si je souhaite toucher ou maximiser une cible spécifique, une population plus jeune, une population plus senior, eh bien, je dois le faire aussi à travers cette vision du média. Exactement, et c'est vrai qu'on a l'impression de manière générale que pour les professionnels, la RSE touche énormément les jeunes, ce qui est vrai, mais elle ne touche pas seulement les jeunes. On le voit avec, comme le disait Thibault, les médias qui paraissent les plus efficaces. Et de manière générale, on voit vraiment que toutes les classes d'âge sont touchées par la RSE, mais qu'il existe deux réels freins. D'abord, effectivement, le portefeuille. Forcément, on avait vu que 49% des Français n'étaient pas forcément prêts à payer plus cher pour des marques responsables. Et aussi la communication, et notamment sa crédibilité. Merci de nous avoir écoutés. Alors, je vous précise que si vous souhaitez télécharger l'infographie ou voir un peu plus de cette étude, vous pouvez aller sur immediacenter.com. Et puis, je tenais à remercier évidemment InfoPro Digital pour son accompagnement. Et de rappeler que c'est quand même important d'être accompagné par les agences d'études pour justement créer ces insights et puis pouvoir les partager aux annonceurs, aux agences médias, à tous les partenaires et à tous finalement les professionnels du marketing. Merci à tous les deux. Alors, on a une question, à moins que j'en ai raté d'autres, mais je crois qu'on en a une déjà, de Claudine, sur les 36% qui restent dans l'étude que vous venez de partager. Complètement. Alors après, c'est réparti, c'est des taux qui sont assez faibles. La première à être citée, ce qui est intéressant, je crois que c'est Carrefour de mémoire. Il y a quelques acteurs qui sont des gros acteurs de la distribution qui sont cités. Typiquement, Leclerc, Auchan, je sais, sont pour le coup présents. Nous, ce qu'on fait souvent quand on présente, c'est qu'on va plutôt se concentrer sur les acteurs, par exemple, de l'alimentaire, de la beauté. Et là, on retrouve, par exemple, des grands groupes. Alors, deux typologies d'annonceurs. Donc, les grands groupes, donc vous allez avoir, par exemple, Nestlé. Typiquement, on va avoir Danone, c'est Danone d'ailleurs qui est numéro 2, il me semble, avec 4% des citations, suivi de Nestlé. Et derrière, donc c'est vraiment des grands groupes, on va dire, de l'agroalimentaire bien implantés qui communiquent beaucoup. Et sinon, paradoxalement, on va avoir d'autres marques qu'on appelle, nous, des RSE natives. Typiquement, Malongo, on va avoir Sobio, Léa Nature. Donc, on retrouve ce ranking. Je ne vous les donne pas dans l'ordre parce que typiquement, Léa Nature, Sobio, on est sur du 1%, 2% de réponse. Donc, ça reste quand même assez faible. Mais ce qu'il faut retenir, pour résumer et pour vous répondre, Claudine, c'est on retrouve soit des grands groupes qui communiquent beaucoup et qui ont une politique RSE qui est quand même installée. Je parle de Carrefour, Auchan, Danone, on a les bons duels aussi qui remontaient à 2%. Soit on a vraiment des marques qui sont RSE natives, donc qui se sont créées sur ce principe même de l'engagement. C'est le cas, encore une fois, de Malongo, c'est le cas de Sobio, c'est le cas de la nature. Ok. Alors moi j'ai une question pour tout le monde. Je sais, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, j'ai une question. Bon, déjà, je voulais tous vous remercier pour avoir respecté les timings et pour vos cas très intéressants. J'ai une question. J'espère que c'est pas une question piège, mais toutes ces méthodologies et toutes ces approches, on a envie en fait de les mettre en application dans le contexte actuel et de se dire comment est-ce que ces perceptions, ces aspirations, ces attentes vont être bousculées ou ont déjà été bousculées par la crise sanitaire. Mais obsédé, on entend beaucoup parler de ça, là, de la reprise. Peut-être ce serait intéressant de vous entendre sur soit à travers des choses que vous avez déjà observées, soit à travers votre expertise. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur la façon dont ces fameux insights risquent d'évoluer autour de la problématique RSE? Parce que rien n'est moins sûr sur le fait qu'on va parvenir à maintenir une orientation responsable dans un contexte où tout le monde a envie de resurconsommer massivement sans forcément prendre en compte ses préoccupations. C'était une question extrêmement longue, j'espère que vous l'avez comprise, mais si oui, à répondre. J'ai un premier élément de réponse, je laisserai les autres intervenants compléter s'ils le souhaitent. Moi, il y a une étude qui avait été faite à la sortie du premier confinement au mois de mai dernier, et puis les chiffres quasiment identiques ont été confirmés par le CREDOC
il y a quelques jours. En fait, tu avais 50% des citoyens consommateurs qui disaient cette crise, elle m'inquiète, ma boîte a été fermée, où l'activité a énormément ralenti, et donc je ne suis pas sûr de l'avenir et je ne suis même pas sûr que la boîte perdure. Donc moi, j'attends des entreprises qu'elles se mobilisent pour m'aider à passer ce cap, donc prix, promotion, pouvoir d'achat. Et ce discours-là, on l'a beaucoup entendu. Ce que l'étude dit de manière très factuelle, c'est que ça, c'est 50% des gens, c'est beaucoup. Mais si on veut regarder le verre à moitié plein, les 50% restants ont dit, moi, en fait, je me suis rendu compte que pendant le confinement, notamment, il y a plein de choses qui ne m'avaient pas manqué tant que ça en termes d'offres produits. Je me suis passé de plein de produits, de services, finalement, voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on était extrêmement fragile avec cette pandémie et que elle était annonciatrice d'autres crises à venir. Et donc, je souhaite que les marques s'engagent davantage, qu'elles en fassent plus, parce qu'on a besoin de concret maintenant, etc. Donc, ça, c'est une tension qui s'est renforcée entre une tension sur le prix d'un côté et le pouvoir d'achat qui va être un sujet important et structurant, mais aussi une tension sur l'engagement. Et le risque, quand tu es à la direction marketing ou com ou direction générale d'une entreprise, c'est de choisir l'un ou l'autre. En disant, moi, je vais être le chantre du pouvoir d'achat. Alors, il y en a certains qui le font très bien depuis des années. Ou je vais être le chantre de l'engagement et je vais demander, ça a été dit un peu tout à l'heure, à mes consommateurs de payer plus cher. Bien sûr, l'ambition qu'il faut qu'on réussisse à réunir ensemble, c'est de faire les deux, c'est-à-dire de faire le top du top de l'engagement, le plus mass market possible pour que ce soit au meilleur prix. Parce que finalement, c'est pas un choix qu'on doit pouvoir, sur lequel on doit pouvoir se questionner. Si on veut qu'à 20 ans, on réussisse à faire en sorte que nos enfants ils vivent dans un monde à peu près aussi beau que celui qu'on connaît, il faut qu'on se retrousse les manches comme jamais pour réconcilier la croissance et la responsabilité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on dit 50% des gens qui sont en attente d'engagement des entreprises, ça veut dire qu'il y a des opportunités de business comme il n'y en a jamais eu. Donc, il faut effectivement utiliser des outils, on en a parlé, et trouver des points de passage. Moi, je vous engage avec l'ADTEM, on a fondé une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, qui montre des business cases, c'est en open source, vous pouvez le consulter comme vous voulez, de boîtes qui ont mis les sujets de la RSE et donc de l'engagement dans le business et qui ont eu des succès économiques incontestables. La bonne nouvelle, c'est que quand le marketing ou la com s'empare de la RSE et qu'il le fait de manière sincère et transparente et engagée, et ben ça marche, c'est une façon de se connecter beaucoup mieux avec ses publics. Et 50%, c'est beaucoup, hein, ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, ça doit nous encourager à y aller à fond. Et si je pouvais compléter aussi, Maurice, vous parliez aussi de cet effet de contexte. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que, enfin, on en a pas mal parlé aussi avec Laurent, on a eu ce moment de vulnérabilité, franchement. Et du coup, effectivement, les consommateurs ont aussi l'envie de se projeter dans quelque chose de positif et d'agir en fait pour le futur. Donc, on a cet effet contexte, mais voilà, on a aussi cet effet positif d'envie d'agir et d'envie d'agir durablement, je pense aussi. C'est sûr qu'on n'aura pas le choix. Moi, pour compléter, je suis d'accord avec David, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les marques n'ont pas le choix. Nous, ce qu'on veut dire, c'est rassurer en disant la RSE, il y a de la rentabilité. Il y a de la rentabilité. Chez moi, un petit peu. Hop, non, c'était pas chez moi. Il y a de la rentabilité aussi. C'est un coût, hein, c'est un investissement. C'est une stratégie d'entreprise. Il y a une rentabilité à court terme, il y a une rentabilité à long terme. À court terme pour l'image de marque, à long terme certainement pour les ventes. Il y a des marques qui le font. Moi, je sais que Lipton a communiqué dessus et ils ont décidé de prendre le coût sur le chiffre d'affaires, le coût de passer sur du 100% recyclé. C'est le cas pour Maped aussi. Donc, il y a des stratégies d'entreprise qui vont dans ce sens-là. Après, nous, ce qu'on rappelle aussi, parce qu'on reste aussi une régie distributeur, c'est qu'il faut rester pragmatique. Les gens, on a beau dire, c'est quand même un Français sur deux qui n'a pas les moyens, en tout cas qui ne souhaite pas. Alors, beaucoup n'ont pas les moyens.
Donc, ça va être aux marques de se réunir et de se dire qu'est-ce qu'on fait sur les prix. Il va falloir une transparence du prix. Peut-être qu'impliquer un surcoût est légitime, mais à un moment donné, on ne pourra pas continuer dans cet esprit-là. Donc, c'est vraiment, je pense, moi, la question du prix qui va être à trancher demain. Est-ce qu'on veut un prix qui reflète aussi la valeur du produit, l'investissement, ou est-ce qu'on veut un prix accessible, ou est-ce qu'on veut un prix qui réunit les deux? Je peux rajouter un élément sur ce pardon? Le mot de la fin est pour toi. Très bien. On est partenaire du CREDOC dans l'étude CAF 2021 et sans livrer la conclusion de l'étude, on observe sur la période du confinement deux choses assez intéressantes. Lors du premier confinement, et donc cette prise de conscience de la vulnérabilité, il y a une immense curiosité qu'on observe sur des thèmes justement environnementaux, sociaux, une envie de comprendre ce qui se passe, l'impact de la déforestation, l'impact du bien-être animal, de l'élevage intensif. Il y a toutes ces informations qui nous sont arrivées et il y a ce besoin de comprendre. Lors du deuxième confinement, on observe à l'inverse un ras-le-bol, un repli, un besoin de revenir sur des choses essentielles qui me touchent moi, et pas le heure and demi, mais vraiment ce qui me touche moi. Et voilà. Et la suite de l'histoire, là je vous livre plus un sentiment personnel, c'est que ces graines qui ont été plantées de curiosité et de prise de conscience qu'il y a d'autres choses autour de mon produit qui ne sont pas juste ce qu'il y a dedans, mais des choses qui vont être incluses de son approvisionnement, de ses méthodes de production, c'est des choses qui vont refleurir et qui vont devenir petit à petit des attentes durables et qui vont rentrer dans l'attente qualitative que j'ai sur un produit. Voilà, c'est la perception que j'en ai en tout cas. Merci, on est dans les temps. Merci beaucoup à tous de vos partages d'expérience, de vos cas, comme je reprends les termes du chat, très très inspirants. Et puis merci à tous aussi d'œuvrer pour faire en sorte qu'on aille vers un monde meilleur. Je reprends le titre de l'événement et de la semaine, c'est Insights for a Better Future, je crois. Donc, on est en plein dans le thème. Et comme ça a été rappelé par Dominique et par Philippe, il y a deux nouvelles séances demain et jeudi à la même heure. Et on espère vous y retrouver nombreux. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.